J'ai déjà mentionné Madeleine de la Grange à plusieurs reprises dans les premiers épisodes de cette saga, et notamment dans le dernier, car c'est un nom qui revient aux oreilles de l'araignée un peu trop souvent. Disons que si je vous faisais une carte mentale de cette affaire des poisons, elle se situerait quelque part au centre, reliée à des dizaines d'autres personnages importants de cette affaire. Mais finalement, pourquoi son nom revient-il si souvent dans les différentes enquêtes ? Qui est-elle, la de la Grange comme on l'appelle ? Avec elle vient aussi un homme, le curé Neil, le complice parfait. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Madeleine de la Grange et du curé Neil. Comme pour tous les protagonistes qui tournent autour de cette affaire des poisons, je ne peux pas vous parler de la Grange et de son complice sans vous les présenter un peu. Parce qu'au-delà de cette affaire, ils ont bien sûr tous un historique long comme le bras. Souvent, ils n'en sont pas du tout à leur coup d'essai quand on les attrape. Et vous allez voir que la de la Grange a un sacré palmarès. Commençons par le début. À la base, Madeleine ne s'appelle pas de la Grange, elle s'appelle Guéniveau. Puis elle épouse le sieur de la Grange, Robert Minet. Sauf que ça ne dure pas toute la vie, et qu'à seulement 29 ans, elle est déjà veuve de ce Robert. On l'a dit, très belle. C'est une grande brune, énergique et pleine de détermination. Si elle est veuve aussi jeune, ce n'est pas parce que son mari est mort d'une longue maladie, non. Robert Minet a été pendu pour recel de lampe volé à l'abbaye de Marolles en Hainaut. Non seulement on pend son mari, mais en plus on confisque tous ses biens. Madeleine se retrouve sans rien du tout. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la plus moche du coin. Elle s'installe à Paris et joue de ses charmes pour se mettre dans la poche un vieux riche. Globalement, c'était son plan. Trouver un gars sympa, pas trop en forme, et assez riche pour subvenir à ses besoins à elle. Elle trouve tout ça dans la personne de Jean Faury, ou plutôt Maître Jean Faury, un avocat dont elle devient la compagne. Sauf que, malgré sa particule et ses airs de grande dame, Madeleine ne vient pas des très hauts quartiers. Elle traîne avec des femmes que son avocat appelle les gueuses et qu'il voit d'un très mauvais œil. Ces femmes, ce sont celles qui sont connues pour être de vraies sorcières, notamment la Vigoureux, la Bosse, la Voisin, dont je vous ai parlé dans l'épisode 5. Ces gueuses, quant à elles, trouvent que leur copine de la Grange s'est clairement acoquinée avec la haute société et vit en reine alors qu'elles croupissent toujours dans les bas-fonds. On va pas se mentir, il y a un peu de jalousie là-dessous. Mais si la de la Grange garde un pied dans ses bas-fonds, ce n'est pas pour rien, évidemment. On va y venir. La de la Grange, c'est un peu une diva capricieuse. Et son vieil avocat, Faury, en a assez rapidement marre de cette exigence quotidienne. Faut dire que la dame voudrait avoir un carrosse tiré par 6 chevaux et se parer de 1000 pierres précieuses tous les jours de sa vie. Alors, il se met en tête de se débarrasser d'elle. Calmez-vous, lui, il veut seulement se séparer de cette maîtresse, un peu encombrante, et qui vide surtout son porte-monnaie. Sauf que le bougre n'a pas du tout le temps de mettre sa volonté à exécution. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est elle qui se débarrasse de lui, tout simplement. Et là, vous pouvez vous enflammer, parce qu'en effet, lui, il s'en remet pas. En quelques jours, l'avocat meurt d'une mort complètement mystérieuse et surtout extrêmement soudaine. Faury est à peine refroidi, et voilà que débarquent à Paris ses neveux pour réclamer leur part d'héritage. Un héritage plus que coquet, si vous voulez mon avis, avec plus de 50 000 écus, soit 150 000 livres, et sûrement quelques terres en plus. Bref, sa mort rameute du monde du côté de la famille Faury. Mais quand ils arrivent rue de la Jussienne, ils sont extrêmement surpris de trouver une femme, sa femme. Le vieil oncle n'a jamais voulu se marier et avait clairement la réputation de vivre comme un célibataire endurci. Il jette un œil au testament et bien entendu, vous vous en doutez, c'est le nom de la Grange qui est couché dessus. Les neveux restent très perplexes et assez furieux de cette déconvenue. Cette mort qui devait leur rapporter gros leur passe sous le nez.
Et pour appuyer sa légitimité, la Delagrange leur montre le contrat passé très récemment, le 18 août 1676, devant un respectable notaire, maître Langlois, et le certificat religieux signé du vicaire même, le père Léonard Neil. Et là, je pense que vous commencez à connecter les deux bouts. Les neveux, dépités de voir l'argent leur passer sous le nez, sont particulièrement motivés et flairent quand même fort l'escroquerie. Ce n'est pas possible. Leur oncle ne peut pas s'être marié sans en avoir averti personne, et le concept même du mariage était à l'opposé de ses convictions. Il n'y croit pas du tout. Alors, déterminé, il porte plainte au Châtelet pour détournement de succession. Quand les enquêteurs se penchent sur le dossier, ils les rejoignent très très vite dans leurs conclusions. Le mariage du vieil avocat est bien trop soudain et surprenant pour être véritable. Le 25 février 1677, la Delagrange est enfermée à la conciergerie. Son complice présumé, le curé Neil, est également arrêté et, compte tenu de son statut ecclésiastique, lui est enfermé dans les prisons de l'officialité de Paris, l'annexe de la conciergerie. Comme très souvent dans cette affaire des poisons, et vous commencez à avoir l'habitude, le curé et la Delagrange ne disent pas un mot. Ils nient absolument tout de ce qui leur est reproché. Mais c'est pas grave, les autorités n'ont pas besoin d'eux pour deviner ce qui a bien pu se passer. Le curé Neil est en fait l'amant de Madeleine Delagrange, et ce, depuis un bon moment. Le vieil avocat Faury était peut-être sa vache à lait, mais au lit, elle ne lui faisait pas grand mal. Le curé s'est présenté avec elle chez le notaire Langlois en se faisant passer pour maître Faury, et quelques jours plus tard, comme par hasard, le vrai avocat lui expire son dernier souffle. Et comme cette mort est un peu suspecte, les autorités interrogent les domestiques de l'avocat. Eux ne mâchent pas leurs mots, ils suspectent clairement un empoisonnement. C'est dit. Le faux mariage, puis la mort plus qu'étrange du vieil homme, ne laissent pas beaucoup de place au doute. C'est odieux, mais c'est malheureusement assez banal, surtout pour l'époque. Le lieutenant du Châtelet instruit l'affaire, qui, entre nous, ne casse pas trois pattes à un canard. Mais alors que l'instruction se poursuit, Madeleine Delagrange demande à écrire à Louvois, le ministre de la Guerre. Et ça, c'est pas commun, surtout de la part d'une petite bourgeoise. Dans sa cellule, elle écrit. Elle assure, sans donner aucun détail bien entendu, que la vie du roi et celle du dauphin sont en danger. Vraies ou fausses informations, ça, ils ne le savent pas. Mais comme en ce moment c'est un peu tendu avec toutes ces affaires d'empoisonnement et de complot contre le roi, on décide quand même de l'interroger plus longuement sur cette histoire. Elle est conduite directement au ministère de Louvois et on essaie de lui tirer les vers du nez. D'un seul coup, son affaire prend une toute autre tournure et les quelques éléments qu'elle balance au ministre paraissent assez importants pour informer Louis XIV lui-même. Faut dire que des gens qui essaient d'intenter à sa vie, c'est quand même pas tous les jours non plus, même si beaucoup aimeraient réussir. Et le roi s'inquiète. Il décide de faire transférer la Delagrange directement à la Bastille, un lieu plus sécurisé pour garder les secrets. Et parce qu'il est un fidèle sujet, c'est l'Arénie en personne qui est chargé d'instruire cette affaire. Plus la police l'interroge, plus la Delagrange apparaît comme une figure intéressante. Peut-être pas un gros poisson, mais disons un moyen. Elle explique en fait qu'elle est devineresse, elle aussi, et marchande de filtres en tout genre. Elle vend ses drogues aux plus offrants, et elles lui sont fournies, pour la plupart, par un apothicaire du nom de Lasserre. Elle avait notamment annoncé une des grossesses de la reine, et prétendait savoir ce qui se tramait dans les armées adverses. Bon, l'Arénie se rend compte aussi durant les nombreux interrogatoires qu'il lui fait subir, que la Delagrange est experte en fabrication de poisons et qu'elle a surtout initié à leur préparation un bon nombre de sorcières qu'il traque lui depuis des années. Comme ils ont peur d'un réel complot contre le roi et son dauphin, ils la prennent très au sérieux. Enfin, au début. Après, elle demande à être libérée et qu'on lui laisse, je cite, exercer librement son talent pour pouvoir peut-être les sauver. Non mais la nana les prend clairement pour des truffes. Évidemment, ils refusent net. Et puis quoi encore ? À vouloir abuser comme ça, le filet se resserre encore plus autour d'elle.
Au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol d'écouter cette bourgeoise raconter n'importe quoi, et le 10 juin 1677, ils la transfèrent dans l'autre sens, au Châtelet à nouveau, sur ordre de Letellier, le père de Louvois. Ce qu'elle fait, c'est gagner du temps. Elle sait très bien ce qui l'attend au bout, c'est la potence. Elle est prête à tout pour ne pas mourir, même s'il faut pour ça affoler toutes les autorités versaillaises et parisiennes. À la fin de l'année 1677, au cœur de l'église jésuite de la rue Saint-Antoine, une femme voilée et inconnue glisse dans un confessionnal un petit billet dans la main du confesseur. Elle prétend l'avoir trouvé dans la galerie marchande du palais de justice. Il ne présente ni adresse, ni aucun nom. Le confesseur le lit et ouvre des yeux immenses. Clairement, ça le dépasse, alors il porte le billet à son supérieur, le père Lachaise, confesseur attitré du roi. Lui, je sais que vous le connaissez, car il a donné son nom au célèbre cimetière parisien. Il n'y a pas d'indice sur la provenance de ce mot, mais il y a une date, le 28 septembre 1677. J'ai récupéré le mot en intégralité, et le voici. Vous me faites confidence d'un secret que je voudrais bien ignorer pour mon repos. Ou plutôt, je voudrais que jamais il ne fût entré dans la pensée que pour vous donner autant d'horreur que j'en conçois. Vous m'adressez une lettre si capable de me perdre, puisque vous confiez aux papiers indiscrets ce que la discrétion d'un confesseur ne devrait pas taire. Souvenez-vous de ce prince infortuné que nous vîmes devant la Bastille. Cet exemple est encore assez nouveau pour vous faire trembler. Cette poudre blanche que vous voulez mettre sur la serviette de celui que vous savez, ne peut-elle pas être reconnue propre à l'effet auquel vous la destinez, et vous-même être découvert ? Si vous ne perdez pour toujours un dessein si criminel, vous me perdrez pour jamais. J'épouserai votre rival devant vos yeux. Je crains extrêmement que nos lettres ne soient vues et qu'on ne me croie coupable, car à tous les autres crimes, il faut être complice pour être puni. Mais à celui-ci, il ne faut qu'avoir su. Brûlez cette lettre aussitôt que vous l'aurez vue. Alors, que dit-il vraiment, ce mot ? Eh bien, c'est clairement l'avertissement d'une femme, pense-t-on, à son amant de ne pas aller au bout de son plan sous peine de la perdre. Une femme amoureuse, mais très, très inquiète de tomber avec lui s'il se fait prendre pour ses crimes. Le « qui vous savez » qu'elle mentionne vise directement le roi Louis XIV, et donc le plan est un crime de lèse-majesté. Lourde conséquence pour tous les deux. Le prince infortuné dont il est fait mention n'est autre que le chevalier de Rohan, qui a été exécuté en effet dans la cour de la Bastille pour complot contre l'État 3 ans plus tôt, en 1674. Effaré de cet aveu de plan criminel, le père Lachaise le porte directement à Colbert, qui charge encore une fois la Régnie de mener l'enquête. Je ne sais pas si vous commencez à le voir à ce stade de l'épisode, mais la Delagrange et son complice / amant, le curé Neil, sont maintenant interrogés pour un potentiel complot contre l'État et un crime de lèse-majesté, et plus vraiment pour le faux mariage et assassinat du pauvre vieil avocat qui lui servait de mari. Et pendant que les autorités étaient informées du billet qui pouvait les compromettre, leur procès à tous les deux pour le faux mariage et l'assassinat se solde par une condamnation à mort. Mais comme c'était déjà un droit en France, les deux amants font appel et restent enfermés au Châtelet. Quand la Régnie interroge la Delagrange sur le mot donné au confesseur de Saint-Antoine, elle nie évidemment en être l'auteur, bien que ça vienne étayer un peu sa thèse du complot contre le roi et son dauphin, puis déclare qu'il a été rédigé par le curé Neil. Eh oui, la petite dame n'hésite pas à balancer son chéri. 4 experts sont dépêchés pour vérifier ses dires. Et même si le curé essaye de transformer son écriture et de la contrefaire, ils sont formels, c'est bien lui qui a rédigé le billet. Donc l'auteur qu'on pensait être une femme, c'est sûrement lui. Mais le cerveau alors, ce serait elle. Et si vous vous demandez comment ils ont pu communiquer entre eux, c'est simplement que ni la conciergerie, ni la prison de l'officialité n'étaient très regardantes sur les correspondances qui se passaient souvent dans des paniers de nourriture d'un étage à l'autre. Même les visites étaient autorisées durant les procès.
Même si la vérité n'a pas vraiment éclaté durant les interrogatoires du curé Nel et de Madeleine de la Grange, je dois vous dire que la prophétie de cette dernière ainsi que le billet retrouvé ont assez longtemps hanté les esprits des autorités les plus hautes. Le roi Louis XIV était particulièrement suspicieux et inquiet, assez pour demander lui-même en 1679 un sursis quand, dans tous les cas, le Parlement veut exécuter les amants au moins pour le faux mariage et le meurtre de l'avocat Faury. Mais avant de les tuer, il passe comme beaucoup par la question ordinaire et la question extraordinaire, le processus de torture pré-mortem qui a pour but de balancer les copains. Comme pour la marquise de Brinvilliers, on décide de faire avaler des litrons d'eau à la Delagrange, mais l'eau qui se trouve dans les sous-sols de la conciergerie cette année-là est complètement gelée. Alors, on lui passe les brodequins et au père Neil aussi. Après des années d'enquête, la police commence quand même à pas mal comprendre le milieu dans lequel traînent ces deux-là. Sur les traces de Louis de Vanins, alchimiste roi de Paris, et de sa bande des alchimistes, ils savent pertinemment que tout ce beau monde se connaît. Mais les amants ne diront pas un mot, pas un nom ne sera balancé, même quand les coins en bois leur broient les chairs et les os. Rien du tout. La seule information que donne la Delagrange, c'est la disparition d'une comédienne assez connue nommée Duparc, mais j'y reviendrai plus tard dans la saga. Devant l'obstination du curé et de la Delagrange, Louis XIV, qui suit, vous l'avez compris, de très près l'instruction de cette affaire, ordonne une confrontation entre eux, de Vanins, la Chaboissière, la Bosse, la Vigoureux et tout ce petit monde que vous commencez à connaître. Mais toujours rien. Il y a un truc qu'on ne peut pas leur retirer, c'est que ces types ne sont pas des balances. Et de la Grange non plus. Devant leur mutisme, ils sont condamnés à mort, cette fois sans appel possible, et sont brûlés vifs sur la place de Grève le 8 février 1679. Si eux n'ont donné aucun nom, vous vous en doutez, il y en a évidemment beaucoup d'autres qui gravitent autour de cette affaire. Un complot ultime contre Louis XIV, serait-ce finalement ça, l'affaire des poisons ? Peut-être. Mais pour l'heure, Louvois, l'Arénie et le roi lui-même n'en savent pas plus. Les mots inquiétants de la devineresse de la Grange pèseront longtemps dans les esprits, et dès lors, l'Arénie n'aura de cesse de traquer ceux qui en ont après la vie du roi Soleil. Sauf que ce qu'il ignore encore, c'est que la plupart sont bien plus proches du roi qu'il n'y paraît. Peut-être même dans son entourage direct. Mettre en lumière tous ces noms, c'est tout l'objet de cette saga de l'été qui, je l'espère, vous plaît déjà. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous et laissez-moi un petit mot sur Apple Podcast et même sur Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la saga de l'été de Crimes oubliés.